Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui à l'atelier du patrimoine de la ville de Marseille. Au micro d'IPGR Chronique Info, Daniel Drocourt, directeur de l'atelier du patrimoine. Daniel Drocourt, bonjour. Bonjour. Daniel Drocourt, afin de nous plonger d'emblée au cœur de votre activité et de mieux comprendre votre rôle au sein de la ville de Marseille, pour commencer, nous vous écoutons nous raconter, avec la passion qui est la vôtre, l'histoire de cet édifice qui, dans la perspective de Marseille, capitale européenne de la culture 2013, se transforme actuellement en un palace 5 étoiles, géré par le groupe hôtelier Intercontinental. Je veux parler de l'Hôtel-Dieu. L'un des plus grands bâtiments de Marseille, situé au cœur de la ville, dans la zone la plus ancienne de la ville. Il s'agit de l'Hôtel-Dieu de Marseille, qui avait comme vocation d'accueillir les déshérités et en particulier les enfants abandonnés. On est au milieu du XVIIIe siècle. Et Mansart de Sagone va réaliser toute une série de dessins, des propositions. Il commencera par l'aménagement du rez-de-chaussée. Il aura un accord et ensuite, on va continuer à édifier, et on va continuer à édifier pendant une quarantaine d'années. Au XIXe siècle, l'atelier du patrimoine dont vous êtes le directeur, Daniel Drocourt, a été créé en 1980. Il contribue à accroître la qualité architecturale des projets publics et privés, ainsi qu'à sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine de la cité. C'est un service qui est unique en France. Oui, absolument. C'est un service qui, à la fois donc donne un avis sur toutes les constructions réalisées sur Marseille. Oui. Et là, je le fais en tant qu'architecte conseil de la ville. Et en même temps, c'est un service qui comprend l'archéologie, donc un service archéologique spécifique à la ville de Marseille. Voilà, c'est ça, il donne son avis donc, et instruit les dossiers de permis de construire ou de démolir, les certificats d'urbanisme, les autorisations de voirie liées aux travaux de ravalement de devantures commerciales. C'est une partie administrative qui est importante pour vous ? C'est plus une partie technique qu'une partie administrative. Bien sûr, il faut donner un avis sur le dossier, il faut l'instruire et le renvoyer vers le service de l'urbanisme qui lui-même est l'instructeur, mais a priori, c'est avant tout guider la population marseillaise dans ses travaux pour obtenir, disons, si possible, une amélioration à chaque fois de l'environnement dans lequel se situent les bâtiments. Alors vous vous attachez aussi à réhabiliter le patrimoine abîmé ou disparu, cette partie de votre travail qui vous relie directement à l'histoire de Marseille, comme nous l'entendions tout à l'heure. N'est-elle pas la plus passionnante dans ce travail qui est le vôtre ? Oui, d'autant plus que l'expérience de Marseille essaime à l'étranger, puisque en même temps nous coordonnons une opération des Nations Unies sur les sites historiques de la Méditerranée. Oui. Et donc on donne un avis aussi bien sur les travaux de l'Acropole que sur la protection de la baie d'Allon. Vous voyez, des éléments qui sont quand même d'une grande importance. Sur Marseille, bien sûr, ça a été depuis les années 80 l'occasion de faire comprendre, ou en tout cas de pousser beaucoup de personnes, beaucoup de services, beaucoup de structures vers un regard qu'ils ne portaient pas sur le patrimoine de la ville. Alors on peut dire, Daniel Drocourt, que l'atelier du patrimoine a progressivement modifié l'image des rues et des perspectives dans le centre historique et les noyaux villageois de la cité phocéenne.
Mais oui, je crois. Quand aujourd'hui on regarde tout ce qui s'est passé depuis, disons, les années 75, puisque ça a commencé en 1975 et que la structure elle-même a été créée en 1980, ceci a amené à des interventions qui sont en fait à chaque fois des conseils auprès des entreprises, auprès des propriétaires, auprès des administrations, et tout ça sur la base des références propres à chaque quartier, c'est-à-dire à chaque fois c'est ce qui sert d'identifiant, comme on dirait aujourd'hui, de référence à un quartier, qui est pris en compte pour que la couleur générale, la matière aussi qui est utilisée, la composition soit bien donc avec une tradition qu'il convient de maintenir. Alors architectes, archéologues, géographes, historiens, ce sont vos collaborateurs au quotidien ? Oui, bien sûr, d'abord le service archéologique, qui comprend 6 personnes et donc qui intervient d'une manière quasi permanente, qui publie beaucoup de choses. Concernant l'urbanisme, eh bien, là encore, on est un relais et on est donc un conseil auprès des services de l'urbanisme. Actuellement, il y a la révision du plan local d'urbanisme, auquel nous contribuons très directement, et ce sont des actions qui sont menées dans la durée. De même que nous avons un historien de l'art pour, là encore, mieux apprécier le décor sculpté des rues de Marseille, pour mieux apprécier tout ce qui, aujourd'hui, reste des éléments forts dans le paysage de la ville. Et nous avons en plus aussi un maquettiste qui produit des maquettes exceptionnelles, dont une quarantaine ont été présentées lors de l'exposition à la Maison de l'Artisanat entre le mois de septembre et le mois de novembre, et qui font voir à quel point on peut garder ou présenter en tout cas donc cette image de cette volumétrie architecturale qui fait tellement honneur à la ville. Alors, l'expérience acquise par l'atelier du patrimoine a permis de situer, on y faisait allusion il y a un instant, l'échange de savoir-faire au niveau international. Ainsi, l'atelier de Marseille joue un rôle de conseil permanent, notamment auprès de l'UNESCO, de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et du Centre du patrimoine mondial. Oui, mais aussi donc cette action qui est menée actuellement principalement auprès du plan d'action pour la Méditerranée dont le siège se trouve à Athènes. Et là, c'est depuis un an, les conditions de travail avec l'ensemble des pays de la Méditerranée sont devenues un peu plus compliquées. Toutefois, cet apport que nous avons, c'est pour aider, par exemple, des grandes villes ou certains pays à préparer des dossiers d'inscription au patrimoine mondial, ou c'est encore pour les aider au niveau de la connaissance, ce qui a été fait notamment en liaison avec la Banque mondiale, pour les aspects sismiques et problèmes de développement durable liés à l'environnement. Tout ça, effectivement, c'est une action menée qui aujourd'hui joue un rôle et reste un élément relais pour nous, avec cette centaine de sites qui sont donc disséminés dans les 21 pays de la Méditerranée. Alors vous venez de faire allusion à l'instant au risque sismique. Alors Marseille n'est pas, grâce à Dieu, directement concerné par ce risque, mais nous allons tout de même aborder la question des constructions parasismiques avec l'un des spécialistes de la question en France. Nous allons prendre à l'antenne celui qui a eu la chance et le privilège de travailler notamment avec Haroun Tazieff. Il rédige d'ailleurs actuellement un ouvrage sur l'histoire des tremblements de terre qui s'intitulera « Mais la terre tremble ?» Guy Jacquet, bonjour. Oui, bonjour. Guy Jacquet, vous êtes ingénieur en construction civile. Quelles sont les contraintes pour le bâti existant en zone sismique ? Écoutez, les contraintes pour le bâti existant s'adressent surtout aux bâtis que l'on modifie. Et en particulier, je pense aux bâtiments en maçonnerie qui se trouvent dans les centres anciens. Oui. Et ces bâtiments-là sont souvent modifiés, en particulier pour la création de garages, par exemple, parce que les places sont devenues chères sur les places publiques,
pour les agrandissements, lorsqu'on veut agrandir les appartements qui sont trop petits, et aussi pour les surélévations. Et bien souvent, on est amené soit à enlever des murs porteurs, ce qu'on appelle les contreventements, soit on fait des trous, entre guillemets, dans les murs de façade pour pouvoir créer des fenêtres. Ce sont des exemples. Et lorsqu'on fait des surélévations, eh bien, on vient poser des murs, soit en agglo, soit en béton, mais très souvent en agglo, sans liaison avec les murs existants. Donc on fragilise le bâtiment, et en cas de tremblement de terre, si je pense aux zones de Lambesque, Saint-Canard, qui ont déjà subi 1909, ces bâtiments seront très affectés. Donc il est très 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 important de faire attention lorsqu'on a décidé de modifier ces appartements. Guy Jacquet, y a-t-il toujours des difficultés à appliquer les règles parasismiques sur les constructions neuves ? Des difficultés, je vais dire, moins, c'est-à-dire lorsqu'on se promène, entre guillemets, et que l'on voit les constructions, les villas se mettre en œuvre, par exemple, on voit des aciers qui existent, aussi bien dans les angles, aussi bien dans les ouvertures, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ces aciers partent des fondations, parce qu'il faut que ça soit continu, d'une part, et d'autre part, je suis bien d'accord avec les metteurs en œuvre qu'il y a des difficultés aussi de pouvoir placer ces aciers, et je pense en particulier au chaînage périmétrique. Vous savez que les agglos font 20 cm, et quand on veut les couvrir de ces aciers, de ces chaînages périphériques, on a des difficultés lorsqu'on coule un plancher, par exemple. Parce que pour passer les aciers des poutrelles préfabriquées dans les chaînages périmétriques, c'est très difficile. Donc il y a des difficultés, de compréhension des règles, et deux, quand on les a comprises, de mettre les aciers en place, c'est difficile. Et dernière question, en un mot, y a-t-il des dispositions particulières pour les bâtiments publics anciens situés en zone sismique, Guy Jacquet ? Oui, alors là, vous attirez mon attention sur un sujet extrêmement important. Les bâtiments publics abritent, par exemple, les mairies, je prends ce cas-là, ou les hôpitaux, ou les casernes de pompiers. Et ces bâtiments-là, pour ceux qui sont anciens, bien entendu, pour ceux qui sont anciens, il serait important de leur dresser une fiche de santé, c'est-à-dire de savoir comment ils vont se comporter lorsqu'il va survenir un éventuel séisme, c'est-à-dire de déterminer les vulnérabilités, les points faibles, et puis éventuellement, parce que ça coûte de l'argent bien sûr, de les soigner. Très bien, parfait. Écoutez, merci Guy Jacquet en tout cas d'être intervenu dans cette émission, et à très bientôt. Je vous remercie, au revoir. Daniel Drocourt, revenons à Marseille, qui est, on le sait, la plus vieille ville de France. De façon générale, peut-on faire un état des lieux sur la vulnérabilité du patrimoine aujourd'hui, et à quel risque est principalement confronté le bâti à Marseille ? La vulnérabilité, c'est une question qui touche au milieu naturel, d'abord. C'est-à-dire que c'est un problème de sol, d'environnement, de géologie, et beaucoup de bâtiments, s'ils posent problème, c'est parce que le sol bouge, soit parce qu'il y a des travaux importants à proximité, soit simplement parce que le réseau hydrologique du secteur lui-même évolue. Donc, ça c'est un premier aspect, c'est l'aspect sous-sol, souterrain, donc, qui porte préjudice au maintien des constructions en bon état. Il y a un deuxième aspect qui touche à l'élévation des bâtiments, c'est en général la gouttière, la descente d'eau qui fuit et qui vient saper le sol au pied de l'immeuble et légèrement en dessous, ce qui amène un tassement différentiel des diverses parties de la construction et qui amène les failles, les désordres qu'on voit dans les zones qui sont avec moins de résistance, qui sont en général les trames où sont situées les fenêtres.
Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte directement. Alors l'inventaire des constructions avec leur état, quand une ville a des dizaines de milliers de bâtiments, bien sûr, c'est quelque chose de plus compliqué. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a maintenant une connaissance à la fois des phénomènes qui provoquent un vieillissement accéléré et en même temps une grille de lecture pour tous ces bâtiments, les bâtiments des quartiers qui sont un étage sur rez-de-chaussée souvent, et puis alors les immeubles en ville qui sont ceux qui sont les plus fragilisés, notamment avec la mise en place pendant des dizaines d'années, au début du XXe siècle, de structures métalliques pour mettre des affichages et des publicités qui souvent faisaient la taille d'un étage, et donc la vibration provoquée par justement la manière dont ces structures pouvaient réagir au vent et à des phénomènes donc d'hygrométrie ou d'ensoleillement très variables, tout ça effectivement apportait aussi préjudice à la stabilité des constructions. Alors une politique de nettoyage des façades comme celle menée rue de la République redonne aux architectures la lecture qu'elles méritent. Les docks, le Palais des Arts, le silo d'Arinques ont notamment bénéficié de cette restauration. C'est l'une des missions aussi de l'Atelier du patrimoine. Dans ces cas, nous intervenons comme conseil. Oui. Mais ce n'est pas nous qui faisons. Il y a à chaque fois pour des bâtiments protégés au titre de l'État, un architecte en chef des monuments historiques, donc qui intervient pour l'État, sur la base de fonds qui sont à la fois des fonds de l'État et des fonds de la ville, et donc en général aussi des autres structures régionales. Et cet apport financier permet effectivement de faire un traitement de fond de ces bâtiments en ce qui concerne leur épiderme. Bon, c'est vrai que le Palais des Beaux-Arts, et non pas le Palais des Arts, comme vous dites... Palais des Beaux-Arts, pardon. Parce que le Palais des Arts, il est au rond-point du Prado. Oui. Donc, lui-même est actuellement en fin de chantier. Oui. C'est un bâtiment, donc, avec une évocation extraordinaire sur la façade de toute une série de personnages, toute une série de techniques, toute une série d'actions qui ont été menées dans le temps pour le patrimoine et qu'on retrouve par la composition sur ce bâtiment. C'est le cas aussi sur d'autres bâtiments comme le Palais Longchamp. On a commencé par les superstructures, par les griffons qui sont tout en haut. Bon, tout ça effectivement est en cours, et ce travail sur des édifices de cette qualité sert bien sûr l'image d'une ville, dans la mesure où ce sont des témoignages, des repères dans le paysage, mais en même temps dans l'histoire. Et donc, c'est important pour la ville de bien traiter ce type d'édifice. Et à Marseille, il faut dire que depuis quelques années, il y a une action menée quand même fort spectaculaire. Tout ça dans la perspective immédiate que sera 2013, mais qui va pouvoir permettre de continuer en liaison avec les services de l'État, notamment la conservation régionale des monuments historiques, qui là donc soutient la ville, qui c'est quand même relativement récent, tout d'un coup s'est mis à l'ouvrage dans ce domaine de manière très directe. Mais alors il faut le dire aussi, l'Atelier du patrimoine, c'est un lieu d'information ouvert au public également. Absolument. Absolument. Nous recevons dans nos locaux beaucoup de gens, non seulement pour les questions de permis de construire en avant-projet ou en modification de projet, mais aussi pour l'information sur la ville. Nous servons de relais pour l'Office de tourisme, nous servons de relais par rapport à des événements comme les Journées du patrimoine, qui sont l'occasion de publier chaque année plusieurs ouvrages qui, au fur et à mesure, accumulent une information et donnent une panoplie pour les gens qui viennent à Marseille, mais aussi pour la population marseillaise, qui permet de mieux voir, mieux comprendre la ville. Daniel Drocourt, est-ce qu'on pourrait dire en fait que vous travaillez en réalité sur l'image perçue de Marseille par la population ? C'est l'un des aspects. Effectivement, travailler sur l'image, c'est le faire dans la durée.
Et donc, à chaque fois, bien considérer que si on n'obtient pas tout à l'occasion de travaux de remise en état, on tâchera de l'obtenir la fois d'après. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation qui fasse que, quelles que soient les interventions gestuelles qu'il y a dans l'espace public et qui marquent pour un temps les bâtiments et surtout les bâtiments monumentaux ou les principaux dans le paysage, il faut que, au-delà de cela, on considère que c'est un apport qui garde toujours en réserve tout ce qu'amène, tout ce qu'ont pu amener les techniques traditionnelles, et puis maintenant, aujourd'hui, tout ce que les techniques nouvelles nous permettent de faire. Et cela, ça va jusqu'à la microbiologie, ça va jusqu'à... Il y a des domaines où maintenant on peut faire des choses extraordinaires. On voyait récemment une émission sur les cathédrales, et dans cette émission, on faisait voir de quelle façon aujourd'hui on peut analyser, voir de quelle façon justement les parties de cathédrales ont pu bouger dans le temps, ce qu'on avait du mal à analyser jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer, mais en quelques mots, la tradition dans l'architecture à Marseille? La tradition est méditerranéenne. Oui. Bien sûr. Et donc, ça tient donc à chaque fois au milieu naturel, à ses matériaux, à l'ensoleillement, à la façon dont on doit se protéger. Quand vous voyez le vent qu'il y a ici, on voit aussi de quelle façon la mer elle-même impacte par son rôle, puisque c'est par la mer que pendant bien longtemps la plupart des actions économiques se faisaient. La ville, donc, c'est une architecture méditerranéenne. C'est une architecture qui est à base de matériaux que l'on trouve sur place. C'est relativement peu de bois, parce qu'effectivement le bois est plus lointain, il est plus donc dans les régions éloignées de la mer. C'est aussi une façon, avec donc la production de terre cuite, qui est dans le sol, tout ce qui est à base donc de bauxite, notamment. On a également des éléments qui sont très originaux à Marseille. C'est un ciment naturel qu'on trouve uniquement dans cette région, qui est principalement à une trentaine de kilomètres de Marseille, et dont les 3/4 des bâtiments du centre-ville ont bénéficié, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas encore vraiment pour beaucoup de personnes et beaucoup de services, c'est que la plupart des façades de ces bâtiments ont été réalisées avec un matériau qu'on va chercher en profondeur entre 0 et moins 130 mètres, et que ce matériau que l'on remonte, qui est chauffé à 400 degrés ou à 1300-1400 degrés, on lui donne une capacité qui fait qu'il peut être à la fois de la pâte à modeler pour faire des moulures sur les façades, en même temps qu'il est du ciment prompt qui résiste notamment dans toutes les zones où il y a beaucoup d'eau. Alors l'atelier du patrimoine, il faut le signaler également, assure l'édition de travaux historiques, architecturaux, archéologiques et techniques également. Ben oui, l'intérêt de tout ça, c'est justement de fournir, de mettre à disposition, c'est-à-dire un service public, son rôle. C'est justement de donner des éléments qui puissent ensuite être complétés, continués, alors que ça soit dans le domaine historique ou que ça soit dans les recherches scientifiques. Et ça, effectivement, on a pu, depuis de nombreuses années, apporter dans ce domaine des solutions. Alors, pour terminer, pour conclure, Daniel Drocourt, on peut dire, en substance, que vous êtes un peu le gardien, celui qui sauvegarde la mémoire de la ville ? Il ne faut pas que ça soit aussi précis. C'est quelque chose qui... je participe à cette compréhension qui est quand même un peu nouvelle. Donc de plus en plus de personnes, de plus en plus de groupes, pour qu'on ait une impression de la ville qui ne soit pas seulement fixée sur une apparence immédiate,
mais bien sur tout ce qu'elle a pu représenter dans le temps et qu'aujourd'hui elle peut encore donner pour justement son développement dans la tradition. Alors on termine souvent cette émission par une petite devinette. Alors puisque vous êtes un peu le gardien de la mémoire de Marseille, Daniel Drocourt, petite devinette, qui a dit la mémoire est la sentinelle de l'esprit? Au hasard? Non, je sais pas. C'est William Shakespeare, on terminera avec ça. Oh, voyez-vous ça. Daniel Drocourt était l'invité de ce numéro d'IPGR Chronique Info. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. L'atelier du patrimoine, on l'a signalé qu'on peut visiter, donc, se trouve 10 Terre Square Belzins, donc dans le 1er arrondissement. Et son téléphone, le 04 91 90 78 74. Pour retrouver toutes les informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site officiel de la ville de Marseille, www.marseille.fr. Également sur le site de l'IPGR, www.ipgr.fr. Vous pourrez également retrouver cette émission sur la chaîne Risque TV, www.risque.tv. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.